Vous avez peut-être déjà entendu parler de la maladie de Charcot. Si vous connaissez quelqu'un qui est atteint par cette maladie dégénérative incurable, vous savez à quel point elle est lourde à vivre pour le malade et son entourage. Une association, l'ARSLA, les aide dans cette épreuve. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bienvenue cette semaine dans l'air de rien. Avec vous, nous allons sillonner dans les rues. Faire un petit voyage à travers la France, à travers la Vendée. C'est un voyage géographique, mais un petit peu historique, à travers le nom des rues. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on appelle telle rue de telle et telle façon? C'est une science que l'on appelle l'odonomie. L'odonomie. Bien, à replacer dans la conversation. Bonjour Guy Lucas, bonjour Viviane Montagne. Donc nous avons invité aujourd'hui comme représentant de l'association qui s'appelle ARSLA. Je reprends ma fiche. Association pour la recherche de la sclérose latérale amyotrophique. Alors la sclérose latérale amyotrophique SLA, c'est ce qu'on appelle plus facilement la maladie de Charcot. Donc Guy Lucas, vous êtes on dit délégué, représentant de l'association en Pays de Loire? Oui, on est des bénévoles sur la région Pays de la Loire, oui. Vous habitez près de Nantes? Oui, à Saint-Sébastien, oui. Donc, quand on est en Vendée et qu'on a besoin de contacter l'association, c'est vers vous qu'on va. Oui, tout à fait. Je visite des familles qui sont en Vendée également, oui. On va expliquer. Viviane Montagne, vous nous venez de Paris. C'est ça. Bienvenue. Donc, vous êtes salariée de l'association au niveau national. Exactement. Ouais. C'est ça. Bien, alors, la maladie en elle-même, la sclérose latérale amyotrophique, qu'on appelle la maladie de Charcot, donc c'est une maladie qui atteint le système nerveux jusqu'à empêcher nos muscles, ce qu'on appelle les muscles volontaires, si j'ai bien compris, donc la parole, la respiration et la marche, donc tout ça va dysfonctionner, voire plus du tout fonctionner. C'est à peu près ça ? Oui, tout à fait. Enfin, en fait, il y a plusieurs formes dans la maladie. Alors d'abord, pourquoi la maladie se développe? C'est parce qu'on l'a en nous, et un jour, elle se développe parce qu'il y a un événement dans notre vie. Mais c'est quelque chose qui va se développer par deux formes différentes. La forme périphérique, qui va atteindre plutôt les membres, les mains et les pieds. Et puis l'autre forme, qui est la forme bulbaire, qui va se développer plutôt sur la salivation, la déglutition, et puis la parole et la respiration. Donc, c'est deux formes un peu différentes. Les évolutions ne sont pas exactement les mêmes, mais malheureusement, comme tout ça, c'est des muscles, c'est des muscles qui peuvent être atteints chez tous les malades atteints de la SLA. Donc, c'est une maladie très lourde, très invalidante, je l'ai dit en introduction, qui ne se guérit pas, du moins pas encore, même si la science progresse. Et elle n'est pas si rare. Sur votre site internet, il est écrit « c'est la plus fréquente des maladies rares ». Donc, ça veut dire que c'est plutôt répandu, finalement? Il y a 7000 cas en France, mais en fait, comme la durée de vie de la maladie, finalement, est très courte... Entre 3 et 6 ans, globalement? Voilà, après le diagnostic. En fait, il y a peu de malades en même temps. Voilà, c'est pour ça que c'est considéré comme une maladie rare. Si la maladie durait 10 ans, ça ne serait pas considéré comme une maladie rare. Oui. Alors, et vous avez dit tout à l'heure... qu'on peut l'avoir en nous, et elle peut exister de façon latente. C'est-à-dire qu'on l'a dans nos gènes. On l'a dans nos gènes, c'est inscrit. Mais après, on a plein d'autres maladies dans nos gènes, mais elles ne se développent pas toutes. C'est bien ça l'idée. Mais il y a des circonstances qui font que ça apparaît? Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on la développe. C'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicament qui va permettre de guérir de la maladie et de retrouver sa santé optimale, parce qu'on ne sait pas pourquoi on a cette maladie. Donc c'est une maladie qui est présente partout, dans le monde entier, mais tout le monde travaille pour essayer de trouver. Il y a de la recherche autour de savoir pourquoi les gens ont cette maladie, mais on n'a pas trouvé encore. On ne sait pas si, je ne sais pas moi, la pollution, l'alimentation... Il y a des suppositions. Exactement. Tout ça, c'est des choses qui sont en train d'être testées par les chercheurs. Tout ce qui est cause environnementale, pesticides, alimentation tout ça, c'est en cours de recherche. Et de sûr. J'ai lu quelque part, une prédisposition, elle se manifeste plutôt après 60 ans? Exactement. Ouais. Hommes, femmes? Alors, c'est plutôt les hommes. On dit qu'il y a environ 2 femmes pour 3 hommes touchés. L'inverse. Enfin, plus les hommes. C'est ce qu'il faut retenir. Oui. Non, c'est ça, 2 femmes pour 3 hommes touchés. Brouille les pistes, Gilbert. D'accord.
Alors, l'association, quand elle a été créée il y a 30 ans, je crois, une trentaine d'années, c'était le constat que, la maladie, il n'y avait pas d'accompagnement adapté et que la recherche scientifique, il y avait peu de réponses, en fait. Aujourd'hui, est-ce que ça, on progresse? Est-ce qu'on a des vraies réponses à donner aux malades et à leur entourage? Oui, alors maintenant, en fait, on a développé 18 centres SLA, donc qui ont été initiés par l'ARSLA et qui sont maintenant financés par l'État. Mais c'est des centres de consultation pluridisciplinaires qui sont reliés au CHU. Donc il y en a 18 en France dans les principales grandes villes. Donc Angers pour nous, hein. Oui. Voilà. Donc un centre SLA, d'accord. Voilà. Et en fait, c'est des consultations pluridisciplinaires où le malade en fait peut rencontrer en même temps tous les professionnels qui sont justement vraiment sensibilisés à la SLA. Enfin, c'est vraiment leur spécialité. Parce que maintenant, le corps médical connaît bien la maladie, à la mesure des connaissances actuelles. On n'est pas désœuvré comme il y a 30 ans. Exactement. Il y a quand même eu énormément de progrès, de fait, aussi bien sur la prise en soin que sur la connaissance de la maladie. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place. C'est une maladie dont on ne guérit pas, qu'est-ce qu'on peut apporter aux malades, puisqu'on arrive à limiter quand même l'évolution Limiter l'évolution, d'abord, il y a un médicament quand même qui permet de limiter l'évolution de la maladie, qui est pris par l'ensemble des... Enfin, il n'y a qu'un médicament au monde, hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est justement ce qui a changé depuis 30 ans, c'est que... plutôt que de laisser les malades seuls chez eux avec aucun accompagnement, on pense que dans tous les domaines de la perte de handicap, il y a possibilité d'avoir un accompagnement ou orthophoniste quand c'est le problème de la parole, de la déglutition, ou kiné, ou ergothérapie pour aménager le lieu de travail. Donc toutes ces choses-là vont faire que le malade ne va pas rester seul sans être, suivi en permanence par les centres SLA, puisqu'on a une visite tous les 6 mois à peu près, et puis dans la proximité, avoir des accompagnants qui vont permettre de faire... Et un médicament aussi qui allège la souffrance, parce que c'est une maladie très douloureuse. Alors, c'est a priori pas trop douloureux, mais de toute façon, il y a des médicaments pour limiter certains symptômes qui vont pas arrêter la maladie, mais qui vont améliorer le confort, en tout cas, du patient. D'accord. Donc en fait, on va au centre, donc vous dites à peu près tous les 6 mois. Ouais. Donc là, si on voit des médecins qui permettent de réadapter un peu les prescriptions, c'est ça? Qui permettent de faire un point sur l'évolution de la maladie et puis qui vont essayer surtout de trouver des solutions pour le confort du patient. Oui, la notion de confort est vraiment très importante. C'est pour ça que la notion aussi du psychologue est très importante, puisque c'est une maladie qui tombe sur le malade, mais sur la famille entière. Et donc, il y a besoin d'accompagner les aidants, il y a besoin de vraiment une aide psychologique est importante, quoi. Et puis après, au quotidien, il y a tout un panel de professionnels qui interviennent. Exactement. Après, comme dans tous les handicaps lourds, exactement, c'est des aides à la toilette, tout ce qui peut se mettre en place. Parce que c'est une maladie qui peut évoluer très vite, même si chaque cas peut être un petit peu différent. C'est pas très très progressif, c'est vraiment, on passe des paliers. C'est une maladie, il y a une dégénérescence. Au départ, ça va être des difficultés simplement à marcher, mais après, ça va être des difficultés à se mouvoir et pouvoir écrire. Donc, c'est évolutif quand même. Malheureusement, c'est ça qui est la difficulté, c'est que parfois, quand on rencontre, la mise en place du handicap par les maisons des handicaps, par exemple, le diagnostic est posé, puis après, ça évolue doucement en 6 mois, mais au bout d'1 an, on sait bien que ça va encore évoluer. Et donc, c'est jamais fini, c'est une lutte permanente contre le temps, quoi. Et pour les aidants, c'est de plus en plus lourd, c'est ça aussi. Alors après la chronique de Gilbert, on va voir comment est-ce que vous, en tant que bénévole de l'association, quel est votre rôle auprès des malades et des familles. On va faire la rue. Non, c'est pas l'expression consacrée. On descend dans la rue avec Gilbert. Mais calmement. Calmement. Petit voyage géographique donc dans les rues de France. Oui, et je vais rectifier tout à l'heure parce que j'ai utilisé un mot et je l'ai mal. Ah, c'est pas là donc. Ah non, c'est pas non, parce que j'ai dû dire que c'était l'odonomie et c'est l'odonymie. Ah, l'odonymie. Qui fait partie d'une science un petit peu plus globale. Quand on parle de toponymie, on sait un petit peu, c'est l'étude des lieux d'une façon globale. Oui. Et l'odonymie, c'est l'étude précisément des voies de communication. Très bien.
Voilà. Alors donc ceci étant dit, ça peut être la rue, ça peut être la place, ça peut être le chemin, ça peut être le boulevard. Et après le nom, et un nom qui peut être un nom géographique, qui peut être un nom historique, qui peut être un nom d'un personnage, etc. Une date. Voilà. Alors je me suis livré à une petite recherche d'abord pour savoir quels étaient les zoonymes, les noms de rue les plus fréquents. Les plus fréquents. Alors en France, ce qui vient très largement en tête, c'est la rue de l'Église. Ouais. C'est pas tout à fait surprenant parce que dans chaque commune, on la trouve. Oui, c'est pratiquement une commune sur 5. Mais les églises existaient souvent avant les mairies. Donc on avait commencé... et dans les 5 ou 6 premiers dans l'ordre, la rue de l'Église, la place de l'Église ensuite, parce que donc la rue de l'Église, c'est pratiquement 8000 fois en France qu'on trouve cette rue de l'Église. Il a tout compté. Ah oui. La place de l'Église, pratiquement 6000. La grande rue, pratiquement 4000. Et après, on trouve un personnage qui est le général de Gaulle, pratiquement 4000 également. Et après, c'est la rue du Moulin. La rue du Moulin. Bah oui, c'est un peu surprenant, mais bon, ça veut dire que ce sont généralement des vieilles rues. Parce que vous indiquez que c'est juste avant la rue de la Mairie. Il y a plus souvent rue du Moulin que rue de la Mairie. En France. Alors ce qu'on trouve le plus souvent, c'est donc des lieux géographiques avant les personnages, bien que les personnages représentent presque 30% des cas. Et globalement, en France, les personnalités les plus représentées, je l'ai dit, c'est le général de Gaulle, presque 4000. Mais après vient Pasteur, c'est pas trop surprenant, Victor Hugo, Pasteur 3300, Victor Hugo 2500, Jean Jaurès et puis enfin La Fontaine. Pas une femme dans le Bravo. Puisque c'est le sujet, globalement, en France, 2% de femmes. Alors moi, ce que je propose, c'est que dès que tu seras mort, à moins que je sois mort avant, on baptise la rue. On n'est pas obligé d'attendre le décès. Oui, non, c'est très difficile. C'est extrêmement rare qu'on puisse donner un nom de rue du vivant des personnes. C'est extrêmement rare. Ouais, espérons que cette émission sera largement écoutée. Alors, si on vient en Vendée maintenant, la rue et la place de l'Église viennent effectivement largement en tête. Classique. Mais il y a un personnage aussi qui émerge, et d'après vous, en Vendée. Clémenceau. Et voilà, Clémenceau. Donc, pour revenir un petit peu à De Gaulle, il est en tête des personnages dans plus de 50% des départements, sur toute la façade atlantique, depuis la Seine-Maritime jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, tout le Grand Ouest, l'Aquitaine, c'est lui, sauf dans 2 ou 3 départements, la Vendée pour Clémenceau, dans le Mine, l'Île-et-Vilaine, Chateaubriand, et l'Indre-et-Loire, Rabelais. Voilà. D'accord. Bon, alors, sacrée investigation, Gilbert. Oui, mais je ne sais pas où on en est dans le temps, parce qu'on y reviendra peut-être si on n'a pas le temps de tout dire. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est très intéressant. Alors, on n'a peut-être pas le droit de vous demander votre adresse, mais vous habitez plutôt dans une rue avec un personnage ou... Ah non, un arbre, moi. Un arbre. Alors, justement, ça a évolué dans le temps parce que, dans un premier temps, on faisait référence à des lieux, c'était justement la rue du Moulin, etc. Après, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, on a glorifié un petit peu les grands personnages. Du temps de la Révolution, on a glorifié à l'inverse les idées révolutionnaires, et notamment avec la croissance des lotissements, on a donné beaucoup de noms, de plantes, de fleurs, etc. Avant la maison de retraite, on a déjà une Merci Gilbert, on regardera peut-être... J'y reviendrai parce que ça veut dire beaucoup de choses à travers l'étude de ces rues. Dans une deuxième chronique. Voilà. D'accord, très bien. Merci Gilbert. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours en fait qui est le personnage qui est dans la rue dans laquelle on habite. Pour revenir à l'association, donc la RSLA, donc, vous allez nous expliquer, vous, Guy Lucas, en tant que délégué dans notre région en Pays de la Loire, quelle aide vous apportez aux malades et aux familles? Pour quelles raisons est-ce qu'on vous contacte? Donc, comme une 50aine de bénévoles en France, notre façon de travailler, c'est la proximité, donc des départements qui sont dans notre secteur de résidence. Et donc, soit par téléphone, parce que les personnes trouvent sur le site de l'association nos coordonnées, soit par les centres SLA qui renvoient les malades vers nous, puisqu'on a des fiches là-bas avec nos noms et téléphones, adresse mail. Et donc, soit par téléphone, soit par des rendez-vous au domicile dans les familles. Vous pouvez vous déplacer. Je me déplace. Marquez, pourquoi est-ce qu'ils vous appellent? Alors, ces personnes m'appellent parce qu'ils ont un problème technique avec, par exemple, leur visite à la maison des handicaps, puisqu'ils vont avoir... Tout ce qui est administratif, c'est ça? Les démarches, c'est pas là où on est toujours le plus à l'aise. La prise en charge. Et puis après, c'est sur des domaines où ils veulent être aidés, accompagnés. Donc comme l'association met en place des prêts de matériel
C'est une porte d'entrée, hein. Ça peut être du prêt de matériel roulant ou de communication. Parce que c'est du matériel très onéreux, on n'est pas... Exactement. Ouais. C'est du matériel qui coûte très cher. Et en fait, c'est surtout, comme on l'a dit, la durée de vie est assez courte et l'évolution rapide. C'est des fois du matériel en fait, qui sera utilisé très peu de temps. Donc les financements sont rarement acceptés en fait. Ah, d'accord. Donc prêt de matériel, besoin d'un appui administratif. Souhait de rencontrer d'autres familles. C'est les aidants qui parfois demandent à pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont touchées dans cette maladie également. Ça m'interroge parce que je me dis c'est suffisamment lourd à vivre ça dans le cas avec un proche. Qu'est-ce qu'on cherche à aller visiter notre famille qui vit la même chose? Il y a plusieurs domaines. Il y a les domaines, par exemple, de quelles sont les astuces qui peuvent permettre d'améliorer le confort de son conjoint, parce que c'est souvent le conjoint ou un enfant, ça existe aussi, ou un parent. Donc c'est pour améliorer le confort, donc trouver ce que les autres ont pu faire. Ça peut être, là on a mené toute une politique au niveau de la nutrition, avec le Mixiton, voilà. Donc c'est des choses comme ça, hein, des choses de tous les jours. Et puis il y a ceux vraiment qui cherchent des solutions extra-médicales, ça existe aussi. Alors nous, on n'est pas très à l'aise. Moi, je ne suis pas très à l'aise en tous les cas avec ça. Ouais. Trouver des solutions, des fois, parce que les gens vont sur Internet, ils vont trouver des propositions qui sont faites. C'est pas facile de faire le tri. Mais enfin, besoin de trouver des choses pour avancer, quoi. Oui, pour ne pas rester seul, c'est très important. C'est ça, c'est dire la rencontre, pouvoir parler avec d'autres de la même situation, c'est libérer un peu la parole, quelque part. Exactement. Et l'isolement, c'est vraiment quelque chose qui nous remonte beaucoup. Les gens se sentent très isolés quand ils ont cette maladie parce que il y a beaucoup de personnes qui n'osent plus aller les voir ou qui n'osent plus les fréquenter. Alors, quand on connaît quelqu'un, justement, c'est quoi la bonne solution? Parce qu'on peut dire c'est une maladie lourde, donc il faut qu'on les laisse tranquilles. Enfin, ils sont trop occupés, il y a des soignants qui passent plusieurs fois par jour. Ou au contraire, c'est renforcer l'isolement. Quelle est la bonne attitude? Pour moi, il faut en fait faire un petit peu comme d'habitude. C'est-à-dire que je pense que justement le piège, c'est un peu de changer d'attitude à partir du moment où on apprend qu'une personne est malade, parce que ça la stigmatise et justement ça renforce vraiment l'isolement. Donc je pense qu'il faut être présent pour les personnes qui sont touchées, à l'écoute évidemment. Je veux dire, si jamais on voit que les gens sont fatigués, on ne va pas dire mais si on avait un apéro, on le fait absolument. Voilà, je pense qu'il faut être là, quoi. Guy-Lucas, ça vous renvoie la même chose aussi? Nous, on entend souvent, parce que nous, on vient en tant que connaissant la maladie, sachant comment elle évolue, et on entend souvent les familles nous dire qu'ils ont perdu leur famille, leurs amis parfois, et ça, c'est très douloureux, au contraire. Donc, c'est là où il faut dire à ceux qui connaissent autour d'eux des malades atteints de la SLA, il faut pas arrêter de prendre des nouvelles, pas arrêter de les visiter, même si ça change. Même si on passe moins longtemps pour... Oui, et puis c'est pas la même relation qu'avant, bien sûr, on ne peut plus avoir les mêmes activités qu'on avait, mais un malade atteint de SLA garde toutes ses facultés sensorielles, il va garder toujours du plaisir à sortir, il peut garder du plaisir à écouter de la musique, tout l'ouïe, la vue, tout ça fonctionne très bien. Donc, même si son corps est très handicapé, il faut continuer à l'accompagner et rappeler des souvenirs de ce qu'on a pu vivre ensemble. Oui. Enfin, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de participation à la vie collective. Tout faire pour que le quotidien reste un peu heureux quelque part. Dans le relationnel, dans la vie sociale, vous constatez des différences plus spécifiques à la maladie de Charcot ou par rapport à d'autres maladies, le cancer, etc. Ou c'est un peu le même phénomène? Même isolement? Même isolement. Ah oui, c'est le même isolement. En plus, le handicap fait peur. Oui. Enfin parce que c'est quand même un handicap moteur. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop comment réagir. Oui, on a une gêne quand même. Voilà, c'est ça. En plus, si la personne a une forme bulbaire et qu'elle ne peut plus parler, c'est sûr que ça, c'est un petit peu compliqué à gérer parce que justement, on ne sait pas trop comment se positionner. Voilà, je pense qu'il faut s'adapter. Oui, c'est à nous d'être adaptés. Alors, si on veut rentrer en contact avec vous, si on veut bénéficier de ce que vous avez expliqué, il faut d'abord être adhérent à la RSLA? Pas du tout. D'accord. Justement, c'est un petit peu notre politique. Tout le monde peut demander de l'aide, tout le monde peut emprunter du matériel gracieusement. On n'a pas besoin de faire un don ou d'adhérer. Surtout on peut quand même faire un don, on peut quand même adhérer. Évidemment. Ouais. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, vous parliez de comparer cette maladie à d'autres. Il est clair que c'est une maladie neurologique
comme la maladie de Parkinson, comme la sclérose en plaques, comme l'Alzheimer, toutes ces maladies-là ont quand même des points communs. J'ai participé récemment à un colloque des neurologues en Bretagne. Ils disent bien qu'on est face à des maladies dont on ne sait pas retrouver la santé qu'on avait avant. Donc c'est bien la même évolution dans toutes ces maladies. La particularité de la sclérose latérale myotrophique, qui s'appelle maladie de Charcot, parce que c'est lui qui l'a découvert. J'imagine. Il y a peut-être un nom de d'ailleurs. Mais il n'y a qu'en France qu'on l'appelle comme ça, bien sûr. À l'étranger, ils ne l'appellent pas maladie de Charcot. Eh bien, la particularité, c'est qu'il faut absolument, à un moment ou à un autre, pouvoir se rattacher à un groupe. Enfin, nous, ça nous apparaît très important de pouvoir être entouré avec des familles. D'accord, donner des raisons tous les jours, c'est-à-dire ça vaut le coup, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup d'être accompagné. Bien sûr qu'on ne peut pas la guérir, mais on peut pouvoir accompagner cette évolution. Et puis les proches, eux, restent après. Il faut qu'ils puissent aussi se relever de tout ça. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait le voyage depuis Loire-Atlantique et depuis Paris pour nous expliquer tout ça. Puis on aura peut-être l'occasion aussi de se revoir à travers le magazine Racine. On va terminer l'émission avec Yves-Lise et Gilbert qui va nous quitter et qui va être remplacé par Yves qui nous parlait de je ne sais plus quoi, jouons avec l'art et les peintures. Bonjour Yves-Lise. Bonjour Cathy. Voyage à travers la peinture, les grands maîtres. Les grands maîtres. Les grands maîtres. Aimez-vous la peinture d'abord? Tout à fait. Et les jeux? Oui, vous aimez jouer, bien sûr. Tant mieux, nous allons donc nous amuser avec les toiles des maîtres célèbres, effectivement. 2 éditeurs ont eu l'excellente idée d'ouvrir, de publier et de sortir des ouvrages consacrés aux maîtres en liaison avec les expositions qui se tiennent actuellement à Paris. Donc Vermeer de Delft, qu'on ne peut pas louper, qui est au Louvre jusqu'au 22 mai, et l'exposition Pissarro qui va être inaugurée bientôt, qui est peut-être déjà inaugurée d'ailleurs, au Musée du Luxembourg jusqu'au 9 juillet. Voilà. Donc je ne vous parlerai pas de la vie de ces artistes, on va plutôt s'intéresser à leurs œuvres. Donc au niveau des éditions du Chêne, par exemple, ils proposent toute une série qui s'appelle, une collection qui s'appelle L'Art Cache-Cache, dans laquelle je vais vous faire passer les ouvrages. Oui. Après, on peut donc jouer au jeu des 7 erreurs. Chercher les erreurs entre l'original et la copie modifiée. Ah d'accord, donc une copie qui n'est pas réussie en fait, Simon. Qui n'est pas réussie parce que l'original est sur la page de gauche, si je ne me trompe pas. La copie retouchée sur la page de droite, il y a parfois 10, 12, 13, voire 15 erreurs différentes flagrantes. Mais donc, les erreurs ont été pour le livre ou non? Oui, ont été refaites à partir de l'œuvre. Un détail ajouté ici, un autre retranché là. Une lecture différente. Et chaque œuvre est bien sûr présentée avec une petite anecdote ou une petite remise dans son époque, son contexte, raconte un petit peu l'histoire de l'œuvre. C'est intéressant, on apprend en s'amusant. Donc on a pour Vermeer, on a aussi Pissarro, donc comme je vous le disais, Camille Pissarro. D'accord. Et puis aussi les jardins de peintres. Voilà. Ah oui, même avec les enfants, c'est facile. Oui. Okay. Donc, par exemple, pour Vermeer, on retrouve les tableaux célèbres, La Dentelière, La femme à la balance, ou bien encore La vue de Delft, qui a été largement commentée, notamment par un auteur français dont le nom m'échappe, je ne sais pas si c'est Paul Claudel. Bien, merci. Et sur Pissarro, on retrouve Les Glaneuses et puis La fête de septembre à Pontoise. Donc, Les Glaneuses qui a été un petit peu influencée par le pointilliste Seurat. Voilà. Très bien. Tout ça nous amène à une autre collection qui est plutôt le cahier de coloriage pour adultes. La grande mode du coloriage. Donc 20 tableaux à colorier à partir de l'œuvre originale. Donc vous avez l'œuvre d'un côté, la copie à remplir, et c'est vous qui le faites. Et si vous voulez conserver votre chef-d'œuvre, vous pouvez le détacher. Les feuilles sont détachables, je trouve ça assez sympa. Donc on peut encadrer. Si on veut encadrer. Si on colorie bien, qu'on ne dépasse pas. Voilà, c'est ça. Alors c'est un petit peu le principe du peinture au numéro qu'on a connu dans notre enfance. Oui. Voilà. Mais c'est plus subtil parce que il faut retrouver les nuances soi-même. Alors on peut le faire. Et le format est bien. Le format est assez sympathique, oui. Donc là c'est pareil, ça c'est Pissarro. Pissarro. On a aussi les jardins, les plus beaux jardins de l'histoire de l'art. On peut se prendre donc pour Botticelli, Édouard Manet ou Claude Monet pour un prix tout à fait correct de 12,90 €, donc aux éditions du Chêne. Et pour finir, je voudrais quand même en parler parce que je ne voudrais pas conclure sans voir cette collection. Chez Larousse sort une collection avec les impressionnistes, mais aussi un Vermeer et les maîtres hollandais. Donc les impressionnistes, c'est intéressant, c'est Gérard Denisot qui l'a sorti. Il s'intéresse donc aux artistes qui ont fait vivre ce mouvement impressionniste. Pourquoi est-ce que dès sa naissance, il a créé le scandale ? Et pourquoi et comment il s'est diffusé à travers le monde? Quels ont été notamment les plus grands représentants de ce mouvement, hein. D'accord. Et ça, c'est chez Larousse.
Et ça coûte Et il coûte aussi tout est un tir groupé, tout à 12,90 €. Même là, les 7 erreurs, le jeu des 7 erreurs et les cahiers de coloriage. Voilà. D'accord, il n'y a pas de saison aussi pour acheter des livres. Il n'y a pas de saison pour acheter des livres d'art, mais là, a priori, c'est intéressant aussi de le lier avec les expositions parisiennes. Donc, et quand on n'est pas à Paris, au moins on a les livres. Exactement. Beaucoup de journaux ont déjà fait leur titre sur l'arrivée de Vermeer, avec notamment des œuvres qu'effectivement on n'aura pas l'occasion de revoir avant longtemps. Très bien. On va remettre les coordonnées de ces ouvrages sur le site internet du magazine Racine au moment de la rediffusion de cette émission. Merci Guy Lucas, merci Viviane Montagne, et une prochaine fois pour nous parler de la maladie de Charcot. Merci à vous.